je vous lis ce texte qui m'avait été commandé par le journal Le Temps. Il y a une convention narrative. Je me suis mis dans la position du docteur et non celle du patient. Patient suivant, Monsieur K, 66 ans, abord plutôt sympathique, cheveux clairsemés quoique hirsutes, chemise froissée mais visiblement de marque. Me tend une main franche et tonique, puis renonce à me la serrer, voyant mon masque chirurgical. Monsieur K déclare se sentir patraque, voire flottant, voire tout simplement anxieux, ajoute-t-il, comme si ce dernier mot englobait avec une évidence manifeste les deux précédents. Il précise toutefois avoir subi récemment des analyses de sang tout à fait satisfaisantes qu'il tient à porter à ma connaissance en brandissant des papiers à l'entête d'une clinique de la place. Je jette un rapide coup d'œil sur les documents. Les données me semblent en effet en tout point rassurantes. Visiblement fier de lui, K ajoute que, considéré comme prédiabétique, et ceci de manière certaine, voire fatale, par un médecin réputé quelques mois plus tôt, il a ramené son taux de sucre à des valeurs normales en agissant uniquement sur son hygiène de vie et ses habitudes alimentaires. Ayant bu des piscines de bière dans ma vie, il fut aisé d'y renoncer, précise K, cherchant visiblement à créer avec le thérapeute une sorte de complicité. Je félicite mon patient pour son abnégation et reviens sur ses symptômes. Une sorte de malaise généralisé, explique-t-il, constitué de fatigue et de douleurs vagues et diffuses, mais bien présentes, ou, pour dire les choses autrement, une manière d'état fébrile, mais sans fièvre objectivement mesurable. Je demande à M. K s'il estime vivre présentement une situation de stress. Il me décrit une situation de surmenage professionnel chronique dans laquelle il se débat depuis des années. Je m'étonne de cette condition en relisant sa date de naissance sur le dossier préparé par mon assistante. N'est-il pas arrivé à l'âge de la retraite et donc de la possibilité d'un repos mérité? Le sexagénaire me renseigne alors sur sa profession. Auteur pour le théâtre et le cinéma, il continue à travailler intensément, répondant à des sollicitations diverses, certaines pénibles, précise K, d'autres plus agréables selon les circonstances et les individus qui s'adressent à lui, tout en s'adonnant à l'écriture de textes plus personnels que l'on entend parfois résonner dans les théâtres, ça et là. K ajoute aimer cela, ce pouvoir d'élaborer une sorte de maquette que d'autres construiront en dur, ce sont ses mots, mais il se plaint dans la foulée d'être surtout incapable de dire non à tout ce qu'on lui propose, en raison d'une curiosité qu'il qualifie lui-même de pathologique, mais également poussée par une situation de nécessité, ses enfants conçus tardivement n'étant pas encore totalement indépendants. K ajoute avec une lucidité qui me touche avoir volontiers peur de la ruine, un symptôme qu'il qualifie avec la même clairvoyance, me semble-t-il, d'assez courant dans notre pays. Désireux d'en raconter davantage et pour ainsi dire avide de couper l'herbe sous les pieds de mon anamnèse, K déclare avoir vu son enfance durant ses parents se disputer vivement chaque fin de mois à l'heure de payer les factures. Comme encouragé par lui-même, mais aussi par mon attention bienveillante à revenir sur son enfance, K poursuit son travail de divulgation relatif à ses géniteurs. Un papa angoissé, sans cesse tourmenté par une conscience aiguë de son humaine mortalité, qui n'osait pas entrer dans un hôpital même pour y visiter un proche, emporté par une crise cardiaque massive, ce sont les mots du patient, à l'âge de 77 ans et à l'heure du journal télévisé. Une mère bien vivante, en revanche, et en bonne santé, précise K, visiblement heureux de cette condition, mais encline à noircir le tableau du monde. Désormais intarissable sur sa jeunesse, K poursuit en narrant avec une sorte d'ironie douloureuse ses effrois successifs et dévastateurs à l'endroit du tétanos et de la méningite qu'une pédagogie trop largement basée sur la terreur a provoqué en lui. La première de ces maladies vous faisait trépasser dans un dernier spasme qui donnait à sa malheureuse victime l'apparence finale d'un pont suspendu au-dessus de son lit. Cependant que la méningite, elle, vous conduisait fatalement vers des ponctions lombaires décrites par le même narrateur, le père, comme entraînant des douleurs proprement intolérables, probablement les pires douleurs auxquelles un être humain puisse être confronté dans son existence, avait précisé l'homme qui, K,
qui, précise K à son tour, n'avait à aucun moment été frappé de près ou de loin par cette maladie. K fait remonter à cette période de sa vie la fin de toute insouciance s'agissant de son corps, de sa résistance comme de sa résilience devant quelque pathologie que ce soit, et le début d'une certitude désormais bien ancrée que le pire serait toujours garanti. Je me permets alors une remarque. Ne conviendrait-il pas de craindre d'abord et probablement par-dessus tout, en toute priorité au fond, ce qui ressemble en tout point à une maladie de l'imagination? K me l'accorde. Cet angle de vue ne lui est naturellement pas étranger, mais il me prie de bien vouloir ne pas sous-estimer la capacité de notre imagination à donner, pour ainsi dire, corps à nos pensées, à les incarner au sens premier de ce mot, et, partant, à abolir toute frontière entre le réel et l'imaginaire. La maladie ayant largement épargné ses proches comme lui-même, explique K avec une manière de fascination attristée, elle se sera nourrie, s'agissant de son cas personnel, de l'imagination pour gagner en puissance de conviction et de nuisance. Et d'ajouter que certains médecins ont pu, par leur maladresse ou sous effet peut-être de leurs propres terreurs intimes, renforcer ces inquiétudes. Consultant un dermatologue à l'âge de 12 ans et de son propre chef, pour conjurer la crainte d'une castration inévitable qu'une tache mystérieuse sur son pénis avait déclenchée, K se voit ainsi conseillé d'éviter tout frottement par le praticien sollicité. Des années plus tard, et toujours pas châtré, K, bon prince, rit encore de ce conseil, somme toute assez peu facile à suivre pour un mammifère de sexe masculin et assurément anxiogène par-dessus le marché. Mais l'heure tourne dans mon cabinet, mon patient, probablement désireux de ne pas passer pour un malade purement imaginaire, une figure grotesquement théâtrale, somme toute, veut préciser qu'il souffre objectivement du dos depuis un demi-siècle. Décidé à lui faire subir une forme de bizutage, un chef scout, aujourd'hui décédé, il y a une justice, précise K avec un cynisme assumé, avait donné sur les fesses du jeune K un coup de pied si brutalement puissant qu'il avait déplacé une de ses vertèbres, pour toujours et avec de douloureuses conséquences. Ce mal réel est vérifiable par toutes les techniques de l'imagerie médicale une fois décrit. K revient à son récit principal. Les années SIDA constituent évidemment pour lui un long et pénible cauchemar. Fort d'une association entre sexualité et anxiété désormais bien enracinée, K alterne ce que l'on appelle alors, avec un effroi largement partagé, les comportements à risque et les évitements phobiques. Il faut alors attendre 3 mois après l'imprudent rapport pour passer un test destiné à mettre au jour une contamination éventuelle. C'est à chaque fois un Dieu méchant, ce sont les mots exacts de K, un Dieu méchant, qui l'attend au laboratoire ou au cabinet durant cette période, un Dieu méchant qui va forcément le punir pour ses errances et anéantir la possibilité même d'un avenir. Les années passent néanmoins. K, toujours vivant, devient père. Une bénédiction pour ce patient qui semble garder une nostalgie de ce temps où, je le cite, « le corps des autres devient plus important que le sien ». Pour autant, cette paternité ne rend pas K plus solide, elle le fragilise. Il n'a plus seulement peur pour lui, il a maintenant peur pour les autres. Mort aux rats dans les caves, amiante sur les toitures des chalets, K craint tout ou presque, pour lui et maintenant pour les autres. Un peu harassé par ces récits et la fin de la consultation approchant, je demande à K comment il explique ne pas avoir été terrassé par ces tourments. Après tout, d'autres que lui seraient devenus fous, ou pour le dire autrement, y auraient probablement laissé leur santé. K déclare avoir trouvé dans l'écriture le moyen d'exprimer son hypocondrie tout en la tenant à distance. Beaucoup de ces pages, explique-t-il, mélangent noirceur et autodérision pour séduire des publics que ces soucis tourmentent peut-être de semblables manières en leur fort intérieur. Cette capacité particulière, née somme toute d'une manière de rencontre entre l'effroi et l'amour des mots, ce sont les termes employés par K, a peut-être sauvé. K précise toutefois tomber dans le trou de manière régulière. 3 jours par mois au moins sont dédiés depuis des années à la rumination anxieuse, rendant toute activité à peu près impossible. Une sorte de menstruation de l'âme, précise K. Et la moindre douleur dans le ventre ou la cage thoracique avant une prestation en public
peut lui faire perdre l'ensemble de ses moyens. Les mots, explique-t-il joliment, deviennent alors des papillons qui volettent, agiles et colorés, mais sont désormais hors d'atteinte de celui qui les a mis au monde. Je m'interroge sur ces liens entre désir de bien faire et hypocondrie lorsque la fonction alarme de mon téléphone sonne la fin de la séance. Décidé à apaiser K tout en évitant à tout prix un geste d'allure thérapeutique qui n'aurait pour résultat que la consolidation des symptômes du patient, je lui prescris des gouttes de valériane et prends congé de lui. Voilà pour ce texte. Merci.